Présentation des cuvées. Laurence, toi, tu es tombée sur le blanc parce que c'est vraiment ce que tu préfères. Ah oui, j'aime beaucoup le blanc. Alors. Donc le blanc, c'est un blanc de majorité chardonnay avec un petit peu de terre blanc. Donc à peu près 10% ou 20% de terre blanc. Donc là, c'est un vin blanc 2010 qui est superbe, qui va encore gagner pendant 2 ans, 3 ans comme tous nos blancs. Hein. Il faut à peu près ça pour vraiment s'épanouir. Et c'est un vin blanc qu'on peut servir de l'apéritif jusqu'au fromage, il va surtout. C'est un vin pur, hein, qui est levé en cuve. Et grâce à sa nervosité, c'est un vin qui passe sur beaucoup de choses, qui s'accompagne avec beaucoup d'aliments. Voilà. Donc les coquillages ne lui font pas peur, les poissons, les viandes blanches et les fromages, les tomes de brebis, tomes de chèvre, voilà. Très bien, donc un vin qui sort à 9,50 € chez les bons cavistes et au domaine, voilà. Et nous allons passer maintenant au rosé. Alors le rosé, c'est François qui préfère le rosé, non? Non? Non, je préfère. Moi j'aime tous les vins quand ils sont bons. Et puis ça dépend du moment. Alors, le rosé du domaine Henri, c'est un rosé particulier. C'est un rosé particulier. Bon, car regardez la couleur déjà, c'est pas un rosé de fillette quoi, hein, c'est du vin. C'est du rouge. Voilà. Non, c'est du rosé. Parce que le rosé c'est quoi? C'est du jus de raisin rouge, le raisin noir, qui fermente tout seul. Et le jus de raisin noir, il n'est pas blanc quoi. Hein. Il y a des millésimes où il relargue beaucoup de couleurs. Parce que là, on a affaire à un rosé de saignée. Rosé de saignée. Rosé de saignée, c'est-à-dire qui peut se garder. Ah oui, qui peut se garder. Et là, 2010 sera même meilleur encore l'an prochain que cette année. Et qu'on va boire avec on dirait que la cuisine méridionale a été taillée sur mesure pour ce style de vin. Il suffit, sur le principe d'accord, d'avoir à la fois des notes viandées et des notes un petit peu acidulées, avec des tomates confites, du citron confit, des glaçages au vin, donc tout ce qui est par exemple, telle sétoise, encornet farci, moule farci, rouille de sèche à la sétoise, ça marche très bien. Ossobuco, merveilleux avec l'ossobuco. Des plats plus familiaux, comme des lasagnes. Assez, François, voilà, et même des plats de viande, une rouelle de porc au chou. Mais je te jure, c'est bon. Les andouillettes. Si tu aimes la triperie, les andouillettes à la vigneronne. Je n'en peux plus. Voilà. Stop, voilà. Donc, ce rosé, il a un prix quand même conséquent parce que c'est vraiment un super vin. Il faut quand même le dire. Souvent, les rosés sont. Voilà, celui-là il vaut 10 €. Mais oui, chez les très bons cavistes, comme à Trinfougas. Comme à Trinfougas. Et les cépages, tu les as dit, mais c'est. Ce sont des saignés sur toutes les cuves de la cave. Donc il y a de tout Carignan, Grenache, Cinsault, Syrah et Mourvèdre. Tout. Super. Laurence, on passe au premier Paradine, au premier vin de la gamme. Alors, Paradine, donc 2009, donc c'est un joli vin très bien équilibré, qui va encore aussi gagner pendant 2 ans, 3 ans. C'est un vin assez facile aussi. On peut l'accompagner de viande grillée, peut-être pas des viandes trop corsées, et du bœuf, un petit peu d'agneau. Voilà, donc c'est un vin aussi qui est assez typé méridional, qui va très bien sur les cuisines, donc avec des touches d'herbe, d'un petit peu d'épices. Voilà. Dans le temps à boire. Dans le temps, oui, surtout il va gagner sur 3 ans. Il va se maintenir encore un petit peu. Bon, si on veut, il peut vieillir 6 ans. Voilà, mais donc c'est pas le but. Le but, c'est quand même de le boire quand il est jeune, quand il exprime, quand il est sur le fruit. Voilà. Très bien. Alors. Donc le coteau rosé 2010, donc ça c'est un rosé plus facile, moins roboratif. D'accord. C'est pas un rosé de piscine, mais parce que c'est quand même un peu plus complexe. D'accord. Mais c'est un rosé plus facile qu'on peut servir des beautés sur de la charcuterie, mais qui va bien aussi sur des repas un petit peu plus légers, les repas barbecue. Et nous avons son frère en rouge. Voilà. Donc là aussi, un rouge de saucissonnade ou de. Voilà, parce que le vin, il y a un vin pour tous les jours, et c'est bien d'avoir des grands vins. Exactement. Nous voulons le boire. Voilà, c'est dans l'humeur. Ça, c'est un vin copain. De bons copains. De bons copains. Bon. Et alors, on va de l'autre côté. Et de l'autre côté, après. On commence ici, on prend un vin. On commence là. Alors. Bon, je te parle rapidement du Saint-Georges, voilà. Le grand vin du domaine, c'est le vin classique, le Saint-Georges, dont on a goûté le 93. Millésime 2008, assemblage extrêmement classique,
Grenache, quasiment la moitié, Mourvèdre, Syrah et un peu de Cinsault, cuvaison longue, quasiment pas de barrique. Et puis voilà, c'est un vin qui raconte le terroir, qui raconte Saint-Georges. Et c'est un vin qu'on peut, surtout le millésime 2008, qu'on va pouvoir garder longtemps. Essaie de ne pas me faire saliver comme tout à l'heure, mais avec quoi il va bien? Écoutez, quand vous avez envie de boire un vin, vous le buvez. Mais après, ça peut aller aussi bien avec une épaule d'agneau qu'une côte de bœuf. Je dirais tout de même, en règle générale, viande rouge. Bœuf, canard, agneau, mouton. Allez, bon, très bien. Voilà. Dans le temps, c'est un vin donc, qui va, on vient de le boire en 93. Ah. C'est un vin, tu le garantis à vie? À vie, peut-être pas, mais j'espère que vivrai assez longtemps pour goûter des 2008 totalement épanouis. Parce que certains millésimes, comme 2008, ce sont des millésimes à évolution extrêmement lente et la vingtaine d'années ne devrait pas lui faire peur. Quand on goûte en 93 de millésimes plutôt abondants et légers, à 18 ans en aussi bon état, donc 2008, la vingtaine d'années, voilà. Je laisse Laurence parler de Villafranchère. Par contre, François n'a pas précisé que le Saint-Georges, il valait mieux carafer. Il vaut mieux le carafe. Alors, carafe, toujours carafe bouchée. Parce que l'intérêt de la carafe, c'est d'avoir suffisamment d'air pour libérer les arômes, mais de les emprisonner afin de les avoir dans le verre. Voilà. D'accord, alors ça c'est très intéressant. C'est très intéressant ce petit conseil parce que c'est vrai qu'on fait des fautes des fois et effectivement on peut se retrouver avec un effet inverse de ce qu'on a cherché. Voilà. Donc ça c'est le principe de la carafe. Le principe de la carafe, vas-y répète. Alors boucher, alors verser bien sûr son vin dans la carafe pour aérer le vin. Boucher la carafe afin d'avoir les arômes qui se libèrent au contact de l'oxygène et ensuite vous les aurez donc par conséquent dans le verre. Très bien. Ce ne sont pas les oiseaux qui vont... Ce Villafranchien. Donc le Villafranchien, donc là, pareil, on est sur le même millésime 2008 en ce moment. Donc là, c'est une sélection de terroirs. C'est un vin c'est une tête de cuvée. Et une sélection de terroirs de Grenache, majorité Grenache. C'est des vieux Grenaches que nous allons aller voir. Des Grenaches de 90 ans. Et ensuite, il y a 10% de Cinsault, des vieux Cinsault aussi, des Cinsault de 50 et 70 ans. Voilà. Donc le résultat des courses, ça fait un vin magnifique, velouté, suave, avec une certaine nervosité, une certaine fraîcheur. On est sur un registre arôme de fruits de la passion et de mangue, avec des touches toujours mentholées qu'on retrouve dans les cuvées. Voilà. Alors ce vin, il va durer dans le temps, mais est-ce qu'on peut le boire Oui, on peut le boire. Alors, lui par contre, ce n'est pas nécessaire de le carafer. Il va se libérer beaucoup plus que le Saint-Georges parce qu'il y a une majorité de Grenache. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est un vin qu'on peut boire maintenant, qu'on peut aussi conserver, bien sûr, si on en a envie, parce qu'il va encore gagner. Mais c'est déjà très bon. Tu le conseilles avec quoi? Alors, là aussi, viande grillée. D'accord, viande grillée. Bon, très bien. Et une bonne côte de bœuf. Tout à fait. Je vois ça. Alors, nous continuons. Et nous avons le maître François qui arrive. Maître. Ne me donnez pas des mètres. J'en fais 1,85 m, autant de ma splendeur. Alors là, on est sur le Mayol. Nous avons vu la vigne qu'on plantait donc, tout à l'heure. Alors, Mayol 2008, très beau millésime de garde. Hein. On va dire que le pic de dégustation va se situer aux alentours de 7-8 ans. 8-9 ans plutôt, hein, avec 2008 qui était évolution lente. L'encépagement, Morasté noir à jus blanc, Ribérin, Caspiran, Terré noir, Terré gris, il y a de noir, il y a de grise, Fouiral, Ramounen, Calitor, Cargagnol, Amen. Voilà, c'est le vin de Saint-Georges tel qu'il était pratiqué dans les années 1700. C'est une bouteille un petit peu à part. Et voilà quoi, c'est un... Alors tu disais la dernière fois, tu me disais tout à l'heure, qu'il avait été confondu, pas confondu, mais à l'aveugle. Oui. Certaines personnes, connaisseuses, avaient dit, ça nous rappelle... Von Romanet 2002, Von Romanet premier cru 2002, oui parce qu'on est carrément dans l'élégance bourguignonne et quand cet assemblage vieillit avec l'âge, on a une expression Pinot de plus en plus prononcée. C'est complètement étonnant. Et vraiment, c'est une des caractéristiques qu'on trouve dans les vieux écrits concernant les vins de Saint-Georges. On est beaucoup plus sur l'élégance et le raffinement aromatique que sur la puissance de l'alcool. D'accord. Voilà. Très bien. Et à boire à l'apéritif, à boire...
Alors effectivement, l'apéritif, d'aucuns aiment beaucoup boire les grandes bouteilles à l'apéritif. C'est une place de choix, effectivement, parce qu'on boit le vin pour lui. Hein. Mais quand on a un plat même simple dans le déjeuner ou dans le dîner... Ah, tu vas me faire saliver encore, je sens que tu vas me faire saliver. Non, bon, tout ce qu'on... Ah bon, qu'est-ce qu'on va mettre sur un Mayol 2008, donc oui. Plutôt jeune, ah ben, je mettrais un carré d'agneau. Carrément. Oui, oui, un carré d'agneau avec des petites pommes de terre confites. Une épaule d'agneau roulée à la boulangère. En hiver, là, tu sais, avec des pommes de terre qui confissent dans le four, dans le jus de l'agneau. Et ça, c'est super. Laurence, s'il vous plaît, vite, le carré d'agneau. Ou sur du gibier aussi, ça va très très bien. Voilà, parce que c'est un vin qui est comme un scalpel qui taille sa route, hein, qui est très très nerveux. Voilà, donc il peut aller sur tout, même sur des canards, magret de canard aussi. Alors là, nous allons terminer maintenant avec le passerie. Donc. Alors là, ça c'est. Donc là, on est sur passerie 2009. Donc ça, c'est le premier rouge moelleux français non muté. Donc il est élaboré comme un sauterne. Hein. C'est une sélection alors, de. Explique-moi ça. Premier rouge français non muté, ce qui veut dire que vous avez été les premiers à le faire. À le faire. Voilà. Donc, nous avons été les premiers à le faire. 1988. Donc en 1988. Et comment vous est venue cette idée? Alors, cette idée, c'est un long travail. L'idée, elle est venue du hasard. Oui. En réalité, bon, il y a eu du travail, mais le travail de mémoire a agi tout seul, sans qu'on y fasse attention. Et puis, il y a eu en 1987, pardon, des vendanges extrêmement arrosées, très très arrosées, dramatiques. Et donc, en fait, on s'est arrêté longtemps. Quand on a repris les vendanges, on a oublié un petit coin de vigne à Saint-Martin-de-la-Garrigue et de grenache qu'on a ramassé 15 jours après la fin de la récolte. Et on a eu un jus qui embaumait la gelée de groseille liquide. C'était absolument extraordinaire. Et là, tous les éléments du puzzle qui est issu de dégustation qui se mettent en place petit à petit dans l'inconscient. Pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt? Voilà. Et après, on a essayé de le provoquer. Le provoquer est une autre histoire. Parce que la première année, 1988, on a fait donc ce premier rouge liquoreux. Il faisait 30 degrés potentiels. On a eu à peu près une vingtaine de degrés d'alcool acquis, un sucre phénoménal, un sucre résiduel phénoménal. On était dans l'extrême, une sorte de mont Everest qu'on ne boit pas. Voilà. Et il nous a fallu 10 ans pour arriver à un équilibre optimal. Qui ressemble à ce qu'on a en 2000. D'accord. Alors c'est un petit peu l'histoire au monde de Christophe Colomb, hein, qui est parti, qui a découvert l'Amérique, dit-on, sans le savoir. Nous sommes allés moins loin. Hein. Les sœurs Tatin, qui est issu du Néant, donc c'est l'expérience qui a fait qu'à un moment donné, vous êtes dit, tiens, mais c'est bien sûr. Oui, absolument. Mais c'est bien sûr. On goûte ce jus et puis tout se met en place comme mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Et bien sûr. Alors c'est une bouteille quand même qui... Évidemment, vu les rendements microscopiques, bien sûr, sort à un certain prix, qui est de 60 €, mais on ne le regrette pas parce que c'est d'abord une bouteille qui est... On n'a pas besoin d'en boire beaucoup. On n'a pas besoin, mais on a envie, ça c'est le problème. Ça c'est sûr que tu es très fort vous êtes très fort pour donner envie, mais c'est tellement concentré, c'est tellement bon que on peut vraiment la savourer, se régaler. Et puis, que dire de plus sur ce vin? Il va bien accompagner. Alors, d'abord, on choisit ses amis. Parce que la bouteille est de prix. Donc, on choisit ses amis. Quand les amis sont choisis, on va dire que l'usage le plus facile, c'est le fromage tout de même. C'est le fromage parce que c'est le mariage de la belle et la bête. On a dans les fromages des saveurs puissantes. Faut pas aller dans les fromages timides, des fromages corsés, puissants. Roquefort. Roquefort, ça marche très bien. Mais plus dans la nuance, les Cantal vieux qui sont pas avides de saveurs non plus. Salaire, l'aïeul. Alors pourquoi ces fromages-là? Vieux Gouda. Peut-être aussi. Et les Saint-Nectaire aussi, parce que c'est amer aussi, ça fonctionne bien. Il faut travailler sur l'amertume de la finale. Chèvre et brebis affinées à cœur, tu sais, quand tu tranches, que la pâte se met à couler, la peau est légèrement plissée là, du fromage. Cette peau, elle est à la fois onctueuse et amère. Et l'amertume avec la douceur du vin, c'est génial. C'est magique. Voilà.
Bien sûr, après, foie gras, mais comme les arômes de vin rouge, foie gras poêlé, c'est top. Voilà. Et bien sûr sur le chocolat aussi. Et le chocolat, comme dirait Muriel Robin, noir de noir. Alors, un vin qui va dans le temps, c'est illimité, on peut considérer. Enfin, il ne va pas s'altérer. Comment pourrait-il s'altérer? On n'est pas assez vieux encore pour voir ce que donnent nos plus vieux millésimes, qui sont les premiers millésimes commercialisés sont les 95. Le 88 est toujours très droit dans ses bottes et d'une confiture extrême, donc c'est des tout petits flacons qu'on ne débouche jamais parce qu'on n'y trouve pas de plaisir particulier. Mais 95 est encore absolument épatant. Longévité, plusieurs décennies. Mais nous, avec Laurence, on aime bien quand il est jeune, parce que le fruit s'exprime avec beaucoup de fougue. Et ça, ce sont des familles aromatiques qui ne sont pas fréquentes, parce qu'on a vraiment beaucoup, on est dans la gelée de mûre, groseille, framboise sauvage, il y a un peu de figue, on passe par des touches plus végétales, comme l'artichaut, c'est une profusion aromatique complètement étonnante. D'accord. Voilà, complètement étonnante. Ce qu'on peut également dire pour un conseil, c'est que lorsqu'on a ouvert la bouteille, on n'est pas obligé de la boire tout de suite. Oui, on et peut ça, ça joue quand même, c'est quelque chose qui peut faire plusieurs dimanches. Si on veut. Oui. Oui, Si on est tout seul, si on n'a pas d'amis, malheureusement, comme moi, on peut se dire, j'ouvre cette bouteille, j'élaborerai. En fait, donc, si on est deux, si on est en couple, c'est aussi quand même un avantage intéressant dans ce style de vin. Alors, vas-y, je t'en prie. Allez. Donc, en fait, bon, c'est pas propre aux passeries. Hein. Nos vins ont besoin d'aération et par conséquent, ils sont en quelque sorte à l'abri de l'oxydation. Donc, on peut les conserver, reboucher au frigidaire quelques jours. Voilà. Ça, c'est intéressant. Mais le passerier, lui, franchit le cap de la dizaine de jours aisément, hein, bien sûr. Sans perte de qualité. Et on doit y voir là, sans doute, le pourquoi de l'hyperconcentration des vins de l'Antiquité. Hein, et sans doute la résurgence des vins moelleux en France, c'est que la sucrosité et l'hyperconcentration étaient autrefois le seul moyen d'auto-stabiliser le vin sans adjuvant, puisqu'on ne connaissait pas les principes de l'œnologie, ni les produits œnologiques. Hein, et ce style de vin existait dans l'Antiquité. C'était un des vins les plus rares et les plus chers de la Rome antique. C'était le fabuleux vin noir de Falerne, qui était extrêmement prisé, mais qui n'était pas destiné à être consommé pur. La concentration était telle qu'on l'additionnait d'eau à ce moment-là. Les techniques modernes et les connaissances œnologiques nous permettent de raffiner la chose, hein, et d'avoir un vin faiblement alcoolisé, puisqu'on est à peine aux alentours de 12 à 13 degrés, hein, et d'avoir des sucres résiduels qui donnent des impressions aromatiques complètement magnifiques. Formidable. Et alors, ce qu'on ne vous a pas dit quand même, c'est qu'il a une expression tannique. C'est l'avantage du rouge moelleux par rapport au blanc moelleux. Voilà. Donc, plus on le sert frais aussi, plus on durcit les tanins par rapport au sucre. Donc, après, on peut s'amuser en cuisine, justement, le servir sur des plats salés sucrés. Voilà. Et on n'a pas cette sensation de lourdeur. Voilà. Très intéressant, très intéressant. Le seul problème qu'on a avec ce vin, c'est le côté très aléatoire et les rendements, hein, puisque là, cette année, il reste encore des tris à l'extérieur. On est le 6 octobre et on a à peine commencé le passerie. Les rendements moyens sont de l'ordre de 500 litres hectares, 400 litres hectares. Château d'Yquem tourne, pour citer le plus emblématique des liqueurs français, tourne autour de 6 à 800 litres hectares. D'accord, voilà. Vous êtes en dessous. On est au-dessous parce que pour avoir cet équilibre-là et la concentration nécessaire, il faut vouloir aller plus bas. Bon, donc on va le résumer, on va terminer par là. C'est un peu une folie. C'est une œuvre de fou, quoi. Je veux dire, c'est un truc. Voilà, c'est vraiment on sort des sentiers battus là. Complètement. Bon, eh bien, je vais terminer en disant que ça ressemble un peu au domaine Henri, à François et à Laurence. Soyons fous. Qui ne font que. Soyons fous et soyons-le longtemps. Hein. Avec toi, Dominique. Oui, bien sûr.